Il y a plusieurs dizaines d'années, quand les pionniers de la pêche sous-marine s'aventurèrent dans ces nouveaux et fascinants milieux, la première approche fut pointée directement sur la proie. Mais même si les poissons à l'époque étaient beaucoup plus nombreux et moins malins d'aujourd'hui, les résultats, à cause des équipements primitifs, n'étaient pas enthousiasmants. Pensez seulement aux très lourds fusils à ressort qui lançaient des flèches tellement lentes que l'œil humain n'avait aucun problème pour en suivre la trajectoire. Et pensez aux vibrations émises par les mouvements des petites nageoires qui ne pouvaient pas éviter d'épouvanter les poissons. Bientôt, on s'apercevait que c'était plus simple d'approcher les proies à l'intérieur des trous. Et pendant un bon moment, presque la totalité des captures était réalisée dans les endroits cachés et dans les fentes des rochers. Après plusieurs années, on découvre l'agachon, une technique révolutionnaire. Les pêcheurs s'immobilisent sur les fonds en attendant que les poissons s'approchent. Avec l'agachon et la continue amélioration des équipements, on commençait à réaliser aussi les premières captures des dentis. Enfin, on arrive à l'indienne, une pêche raffinée et très intéressante. Le concept de base est surprendre les poissons en se déplaçant sur les fonds lentement et silencieusement, pour essayer d'arriver à distance de tir sans se faire voir ou se faire entendre. Facile, on dirait. Mais en réalité, il faut une grande expérience dans l'eau et beaucoup d'entraînement. Et la pêche à la coulée, où est-ce qu'elle est finie? Naturellement, elle n'a pas disparu. Nous tous, plus ou moins, nous avons continué à réaliser des captures avec cette technique. Toutefois, on en parle très peu. Les magazines spécialisés ont dédié fleuve des mots à la gachon, à l'indienne et à la pêche au trou. Mais presque jamais on parlait de la pêche à la coulée, qui est donc considérée aujourd'hui en général une pêche peu productive, peut-être trop simple pour fonctionner. Moi, je pense au contraire que dans notre sport soit fondamental et important savoir bien faire même les choses faciles. Attention, je ne veux pas dire que la pêche à la coulée soit en absolu la plus efficace. Mais sans doute, il s'agit d'une pêche facile et agréable, qui sait nous faire cadeau d'amusement et d'émotion en même temps. Par contre, il faut essayer et réessayer, car dans sa simplicité, cette pêche présente des mécanismes à affiner et des mesures à respecter. Une des raisons qui me font apprécier cette pêche, il faut la rechercher dans l'appareil ciné qui m'est propre. En effet, la coulée permet de réaliser une capture en moitié temps et avec moitié fatigue. Normalement, on plonge seulement quand on est sûr, après avoir repéré la proie, quand on est en surface. Donc on n'est pas fatigué à cause des continues descentes et remontées. L'économie des mouvements de cette technique permet aussi d'améliorer ses propres niveaux opérationnels. En effet, il est sans doute plus fatigant pêcher à trou à 20 mètres plutôt que tirer sur un poisson à la coulée à 25. Le fait d'être presque toujours en contact visuel avec les poissons rend cette technique très captivante. Et même le tir, à cause des difficultés souvent présentes, donne une grande satisfaction. On va parler de la technique. C'est peut-être banal de le rappeler, mais la première chose vraiment importante est réussir à voir les poissons. Et ce n'est pas seulement un fait de dioptrie, même si une bonne vue aide, naturellement. Ce qui compte le plus, c'est maintenir la concentration maximale pendant qu'on observe le fond et on s'habitue à noter chaque mouvement imperceptible. Au milieu de ces pierres, il y a caché un sard. On va voir combien de temps il vous faut pour le repérer. Ce petit mouvement de la nageoire pectorale le trahit.
Pour ne pas effrayer les poissons, il y a une seule astuce, ou mieux il y en a trois. Descendre doucement, très doucement, encore plus doucement. Facile à dire, un peu moins facile à faire. L'idéal, ça serait d'arriver sur les poissons presque neutres, de façon à pouvoir régler à notre goût la vitesse. En faisant comme ça, non seulement nous effrayerons moins les poissons, mais en plus, nous améliorerons la précision du tir. Malheureusement, à moins qu'on pêche sur un fond absolument plat, les profondeurs des plongées changeront à chaque plongeon. Normalement, pour produire moins de vibrations sonores, nous augmentons les plombages. Pour la pêche à la coulée, j'ai fait précisément le contraire. Ça serait beaucoup mieux de faire un peu plus de bruit dans la première partie de la plongée, quand on est encore loin du poisson, plutôt que d'être trop rapide dans la phase d'approche. Si nous pêchons à vue, c'est-à-dire en essayant de voir les poissons de la surface, nous dépasserons difficilement 18-20 mètres et considérer que dans les premiers 7-8 mètres, la pêche à la coulée est peu productive, un plombage qui nous permet d'être neutre à 13-14 mètres environ pourrait représenter un juste compromis. Au-dessus de ce niveau, nous contrarierons la positivité en nageant lentement et avec une action presque exclusive des chevilles. Au contraire, dans la phase négative, nous essayerons de freiner la descente avec les corps, en utilisant les palmes comme parachute. Cette technique, comme nous verrons, elle n'est pas seulement efficace avec des poissons petits ou moyens, mais elle donne des excellents résultats aussi avec des proies de grandes dimensions. Début juillet, c'est une splendide matinée avec l'eau très limpide, et je retrouve sur ce sec une vieille connaissance. L'été dernier, j'avais déjà tenté inutilement la capture. Et aujourd'hui, à tout ce qui semble, il n'a aucune intention de m'accorder la moindre confidence. Il s'éloigne avec calme, tout en restant toujours à distance de sûreté, en montrant ainsi de très bien connaître les dangers du pêcheur. On dirait qu'il s'arrête au bord d'un tombant, mais au contraire, il recommence à s'éloigner. Une fois remonté en surface, je perds les contacts visuels avec les poissons. Même cette fois-ci, je n'ai pas eu de chance. Deux semaines après environ, je les retrouve. Je tente une coulée en essayant de me maintenir sur sa verticale en suivant ses déplacements. Mais il augmente légèrement la vitesse et il arrive facilement à s'échapper. Je sais que j'avais aucune possibilité de l'atteindre, mais de toute façon, j'ai continué à le suivre. Peut-être cette fois-ci, j'ai à peu près deviné la zone où il va se cacher. On va voir. Les voilà, effectivement, ils rentrent lentement dans les trous.
Maintenant, nous pouvons l'apercevoir à l'entrée. Il vaut mieux ne pas tirer. Placé comme il est, on risquerait d'avoir trop de problèmes, avec le risque à la fin de ne pas réussir à le sortir. Il y aura une autre occasion. 10 septembre, fin de l'après-midi. Sur le sec, il y a beaucoup de courant. Pendant tout le mois d'août, je n'ai pas vu trace de Mérou. Mais je réessaye de toute façon. L'idée est de l'intercepter éventuellement en les bloquant dans son trajet vers le trou. Dans la première partie du parcours, j'essaie de rester couvert par les perrons rocheux, en espérant ainsi de ne pas être vu. Je sors du coin et tout de suite, je ne le vois pas. Puis je regarde plus haut et les voilà, juste quelques mètres plus haut de l'habituel. Le coup est arrivé à la cible. De toute façon, maintenant, il faut travailler avec les palmes pour le détacher du fond et lui empêcher de se bloquer à trou. Après, il sera suffisant de lâcher les moulinets et les récupérer ensuite avec calme. Si on les soulève du fond très vite, les mérous exactement comme il arrive au plongeur, il va en embolie. Et il perd presque complètement sa capacité de réaction. Cette fois-ci, tout a été si facile et j'ai donc un doute. Est-ce qu'il s'agissait vraiment du même mérou? On ne sait pas, parfois il suffit qu'il digère un gros poulpe pour ralentir ses réflexes. Et ça arrive même aux plus malins des poissons. La capture d'un mérou effectuée avec un tir hors trou offre aux pêcheurs une satisfaction unique. Nous devrons sans doute mettre en compte la possibilité de nombreuses défaites, mais le fait que les poissons aient beaucoup de possibilités de s'échapper rend plus incertaine et donc plus stimulante cette pêche. Un avantage incontestable de la pêche à la coulée est que même avec des proies de tout respect, un seul plongeon est presque toujours suffisant pour arriver à la capture, tout en évitant ainsi des fatigantes et souvent dangereuses montées et descentes. Dans cette pêche, il est fondamental de rester, bien qu'il est possible, sur la verticale du poisson, soit quand nous sommes en surface, soit en face des coulées. En effet, la capacité perceptrice des poissons n'est pas particulièrement efficace dans les contrôles de la colonne d'eau qui les domine, ni en ce qui concerne la vue, ni pour les capteurs de la ligne latérale. Ceci dépend probablement du fait qu'en mer, les grands prédateurs ont difficulté à attaquer du haut vers le bas. En conséquence de cette capacité limitée de voir vers le haut, il peut arriver que ce soit les poissons mêmes qui viennent à nous, en rendant plus facile notre approche. Il ne faut pas penser que ça soit toujours si facile. Les images vidéo proposent toujours une synthèse des actions de pêche finies positivement. Mais en réalité, on le sait très bien, les tentatives ratées sont beaucoup plus nombreuses. Je suis en train de descendre proche au mur de granit en espérant de surprendre des poissons. Mais je ne vois rien d'intéressant. Quelques secondes après, quelques mètres plus à gauche, voilà un beau sard. Mais désormais, je suis trop bas pour arriver sur sa verticale. De toute façon, j'essaie de planer obliquement en direction de lui, en espérant de lui couper la trajectoire. Mais lui, il m'anticipe et il s'éloigne tranquille. Dans ce cas-là, nous verrons un comportement de défense commun à presque tous les poissons. Quand les dangers se rapprochent, parfois ils préfèrent ne pas fuir, car peut-être ils craignent que les vibrations de la fuite puissent déchaîner l'agressivité du prédateur. Et donc, ils se limitent à contrôler la situation, en s'éloignant lentement ou en restant arrêtés, avec la queue pointée vers les dangers. Peut-être pour maintenir toujours ouverte une voie de fuite, ou peut-être parce qu'ils ont compris que comme ça, ils offrent au fusil une cible très réduite. Quelque chose de similaire va se passer avec ce sard.
En descendant très lentement, j'arrive très près de lui. Mais il se présente des côtés et je crains de le rater. Dans ce cas-là, la difficulté de viser n'est pas seulement due au déplacement du poisson, mais plutôt au continu mouvement du pêcheur. Je crois que dans notre sport, il y a aussi la place pour des bruyantes défaites, comme par exemple quand j'arrive tout près d'un gros beccofino, immobile et arrivederci, au revoir. Les erreurs aussi peuvent nous apprendre beaucoup. Par exemple, que ce n'est pas toujours un avantage d'arriver trop près de la proie. Dans cette situation, tout le changement de direction du poisson peut nous mettre en difficulté. Avec des autres techniques comme l'agachon ou la pêche à trous, on a moins ces problèmes, parce que le contact avec le fond nous donne stabilité et nous rend plus facile le moment du tir. En essayant et en réessayant, les pourcentages de capture, qui initialement n'étaient pas génial, ensuite il atteindra un niveau plus acceptable. Considérez la pauvreté de notre mer. Je me rends compte qu'il n'est pas facile d'avoir beaucoup d'occasions pour faire expérience. Une bonne façon pour nous entraîner en réalité existe. Elle s'appelle SOAP. Ce poisson, en effet, peut devenir notre sparring partner idéal. La SOAP est de plus en plus présente sur tous les types de fonds, grâce soit au trophisme des eaux qui a favorisé le développement des algues dont elle se nourrit, soit à la diminution de ses prédateurs naturels, et surtout au fait que ces viandes se détériorent très vite, en les rendant très peu intéressants pour les pêcheurs professionnels. Les occasions de capture donc ne manqueront pas, mais ne croyez pas qu'il s'agit d'une proie facile, au contraire. Il ne suffira pas de vaincre la méfiance naturelle de chaque poisson, pris singulièrement, mais on aura normalement quoi faire avec tout le banc. Si nous effrayons un seul poisson, nous les verrons fuir tous. Le fait de savoir pêcher ces poissons, il est peut-être utile pour ceux qui veulent faire de la compétition. En effet, beaucoup de compétitions importantes ont été gagnées grâce aux sauts capturés. Tout en voyant beaucoup de poissons, on pourrait avoir la tentation de tirer au milieu du banc, avec l'espoir d'une capture multiple. Il ne faut pas le faire, parce que jamais ça peut être un succès. Par contre, si on vise un seul poisson, on a beaucoup plus de possibilités d'arriver à la cible. Et peut-être avec un peu de chance, on arrive à faire une double. Mais pourquoi on devrait capturer quelque chose dont on ne sait pas quoi en faire? Juste observation. Il ne faut jamais inutilement prélever de la mer ce que nous ne pouvons pas utiliser. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Les problèmes n'existent pas. Non seulement la soupe est comestible, mais en plus ces viandes sont très agréables. Il suffit de respecter deux règles fondamentales. La vider au moment de la capture et la manger rigoureusement dans la même journée. Je sais bien que ma déclaration rencontrera le scepticisme de beaucoup de monde. Les préjugés sont durs à mourir. Essayez-les sur la planche ou au four. Après, on en parle de nouveau. Est-ce que vous avez déjà goûté la pasta avec la soupe? Non? Je l'aurais juré. Il faut couper avec soin les poissons comme un filet. Ce n'est pas difficile. Il vous faut juste un bon couteau et un peu d'expérience. Donc, il faut tout couper en petits morceaux. En plus de l'ail et de l'oignon, il faut ajouter 2 ou 3 piments et huile d'olive selon l'exigence.
Il faut la faire rissoler et la faire cuire au feu vif. Et pendant la cuisson des pâtes, nous coupons tomates et persil, qu'il faudra ajouter au dernier moment. On fait tout sauter à la poêle et ensuite il ne reste qu'à goûter cette merveille. Il faut essayer pour le croire. Avec nous aujourd'hui, on aura Massimo et Graziano, deux excellents pêcheurs de la Ligure, momentanément transférés dans les eaux de la Sardaigne. Rendez-vous à mer le matin tôt. Même s'ils pratiquent toutes les techniques, assez souvent ils réalisent des splendides captures en pêchant à la coulée, aussi à profondeur très difficile. Juste quelques minutes pour mettre la meute et ranger l'équipement, et nous sommes presque prêts. Massimo est le premier à descendre. Il a vu des sards, entre roches et sable, sur un fond à 15 mètres. C'est parfait pour se chauffer un peu, pour essayer une première capture en tout relax. La plus stimulante des captures à la coulée peut être celle d'un mérou en chandelle, c'est-à-dire qui stationne hors le trou avec les museaux tournés vers la surface, en agitant lentement les nageoires pectorales, presque comme des éventails. En faisant comme ça, si le courant n'est pas trop fort, il arrive à rester immobile longtemps. À nos jours, il est devenu très difficile d'arriver à la distance de tir avant que les mérous nous anticipent en tentant la fuite, à moins d'opérer à un niveau plutôt difficile. Mais celui-ci, pour Graziano, n'est certainement pas un problème. On va le suivre en action. Di cerni, continua a vedere cerni che vanno via a streffare. Il est en train d'utiliser seulement 3 kilos sur la ceinture et ça lui permet de contrôler la vitesse des coulées aux profondeurs importantes aussi. Le tir est arrivé à destination avec grande précision et ça rend tout plus facile. Habituellement, quand on est à ce niveau, ici nous sommes à 30 mètres à peu près, en phase de remontée, il vaut mieux de libérer l'embrayage du moulinet et récupérer ensuite les poissons de la surface avec calme. Mais la vitesse et la facilité de cette capture n'ont pas tellement entamé la réserve d'oxygène de Graziano, qui n'a pas de difficulté à remonter avec sa proie, en évitant ainsi de devoir ensuite rembobiner la ligne du moulinet. L'aspect surprenant de cette capture est vraiment l'apparente facilité. Peu de choses simples exécutées à la perfection. Pas de mouvements supplémentaires, seulement l'essentiel. Les meilleurs résultats avec les moindres efforts.
Voilà une proie pour laquelle il n'y a pas de difficulté de tir, mais qui par contre a un mimétisme presque parfait. Massimo décide donc de se déplacer sur des remontées connues avec le nom de parapluies. Un mérou semble lui dire « bienvenue », mais tout de suite il change d'avis et il préfère s'échapper. Et vu la vitesse de la fuite, ce n'est pas la peine de tenter un traçage, il vaut mieux changer d'objectif. Une fois terminée la coulée vers le fond, il commence à frôler les roches en suivant la conformation des rochers. Arrivé dans une zone plate et vu des dentis, finalement il s'immobilise. Il ne s'agit pas des gros poissons, mais ils connaissent bien la menace du pêcheur. La position et un tir long et précis permettent à Massimo de réaliser la capture. Pas mal pour une plongée pas très bien commencée. En démonstration du fait que pour ce qui concerne la pêche, la capacité de s'adapter à l'évolution de la situation et la réaction positive après l'initial insuccès sont très importants. Ténacité et détermination sont aussi des composants fondamentaux du caractère d'un bon chasseur sous-marin. Massimo est très concentré. Il veut retrouver les mérous. Il s'oxygène, mais sans exagérer. Ça pourrait être dangereux. Un peu de respiration profonde, lente et suffisante. Ensuite, il fait une série de contractions du diaphragme. Et après un mouvement coordonné des bras, il fait une dernière respiration profonde. Après 2 immersions sans succès, il réessaye. Il est presque arrivé sur le fond quand il note un mouvement à sa droite. Il s'agit juste du mérou qui défile dans le grand canal. Presque tout de suite, le tir part instinctif. Quand on tire comme ça, par réflexe, sans en avoir la perception consciente, souvent on réalise des tirs efficaces. Par contre, quand on vise trop, des fois on risque des défaites incroyables. Graziano aussi, il est passé à l'action. Il a à peine tiré à une liche et maintenant il remonte et il maintient la traction. Malgré le tir de bonne précision, les poissons ont une réaction très violente. Dans ce cas-là, il vaut mieux doubler le tir pour éviter des problèmes avec l'équipement, toujours possible dans les points les plus critiques, comme les entailles de la Tahitienne ou les pivots de l'Ardillon. Même si elle est bien loin du poids maximum, une proie comme ça est déjà capable d'offrir aux pêcheurs la sensation de la puissance que seulement les grands poissons pélagiques réussissent à exprimer. La technique sans doute plus efficace avec ces poissons est la pêche à la coulée, chaque fois qu'on peut le repérer de la surface. Après les gros poissons de Massimo et Graziano, on retourne à la réalité de tous les jours. Le corbe est un des poissons plus faciles à approcher à la coulée. Mais il faut faire attention quand il reste immobile à nous attendre. Elle se charge comme un ressort, prêt à exploser, à une vitesse qui lui permet d'éviter la flèche du fusil.
Regardons tout ça au ralenti. La flèche semble ici parfaitement alignée. Le début du tir. Première image, rien. Deuxième, il commence à réagir. Troisième image, seulement 12 centièmes de seconde après, il arrive à se déplacer juste pour éviter la flèche. Aucun autre poisson ne peut se vanter d'avoir une accélération aussi performante. Ici, je suis en train de descendre vers un gros sard qui s'approchait à renfoncement au sommet de ce rocher. Le poisson est pratiquement immobile, mais il offre une cible vraiment limitée, et donc je préfère essayer de m'approcher le plus possible. Il arrive assez souvent de devoir modifier au cours de la même plongée la stratégie de pêche qu'on pensait initialement d'utiliser. Comme j'ai vu de loin un sard qui est en train de manger derrière un mur rocheux, j'ai l'intention de glisser à l'abri du rocher, en espérant qu'il ne m'ait ni vu ni entendu. Je me prépare à sortir à droite pour le surprendre. Mais je vois quelque chose qui me fait changer de programme tout de suite. À la base du grand canal, il y a un denti, en train de se disputer avec une murène plus grande que lui, et donc presque il ne s'aperçoit pas du danger. J'ai vraiment eu l'impression que les poissons tentaient de mordre la murène. Je ne sais pas vous dire si comme prédateur ou pour une sorte de jeu. Je serais vraiment curieux de savoir si quelqu'un ait jamais trouvé trace de murène dans l'estomac d'un denti. Dans ce cas-là, il m'arrive exactement le contraire. Je descends pour tirer sur un corbe hors du trou. Et je le vois se faufiler dans une très belle faille. Je suis obligé à changer de programme. Je regarde attentivement dans les trous, mais je ne vois pas du tout le corbe. Par contre, là-bas, au fond, je vois le museau argenté d'un sard. Et ça ira très bien aussi. Ici, après un bref parcours à l'indienne, je regarde en espérant de surprendre un sard qui mange. Et je vois quelque chose une dizaine de mètres plus bas. Comme j'espérais, il s'agit vraiment d'un mérou qui reste à me regarder pendant quelques secondes. Mais quand je suis presque prêt pour le tir, il essaie de s'échapper. En même temps, je tire. Dans la pêche sous-marine, on ne peut jamais savoir ce qui nous attend. Et justement, cette incertitude représente une grande partie de son charme.
Le sarbec fino, contrairement à son cousin le plus grand, il n'aime pas les trous. Il préfère se déplacer tout le temps pour rechercher la nourriture. Il nous arrivera de le rencontrer aussi en petit banc. Je pourrais déjà tirer, mais je perds les bons moments. Je dois essayer de récupérer avec un tir hors limite. Calculez que la caméra fait tout sembler plus proche. Par exemple, dans cette image, les poissons, désormais frappés, se trouvent à plus de 6 mètres de l'objectif. Avec la liche, il peut arriver que pendant la phase d'approche, elle nous facilite tout, en déviant vers nous. Par contre, quand nous rencontrons les liches qui nagent en proximité de la surface, pour éviter de les effrayer, il vaut mieux de ne pas arriver sur la verticale des poissons. Dans ce cas-là, ça ira bien un plongeon en oblique, et ensuite une approche horizontale lente. Je suis en train d'écouler sur un becco fino qui ne m'a pas encore vu. Seulement maintenant, il note la présence de quelque chose d'insolite. Et pour mieux regarder, il vise vers le haut, et ce serait le meilleur moment pour tirer. J'hésite. Et les poissons commencent à s'éloigner. Et quand je me décide, il est trop tard. Il faut quand même essayer. Une fois, on peut y arriver. On va revoir le tir au ralenti. Je tire. Deuxième image. Troisième, quatrième, cinquième image. Ça veut dire 4 mètres environ de distance de la pointe du harpon, trop. Peu de précision et la distance excessive ont empêché à la flèche de capturer les poissons, qui a donc pu se libérer. En continuant à parler de tir, nous vous proposons un test pour vérifier les performances d'un fusil en variant le diamètre de la flèche. Le premier, une arbalète 100 en carbone, élastique 20. Il tirera 2 flèches de 140, une de 6 et une de 6,5 mm de diamètre. Ça, c'est la pénétration de la flèche de 6. Et ça, c'est la pénétration de la flèche de 6,5. Les 4 flèches ont été produites par la même usine avec le même acier et elles montrent le monofile 140. La cible est placée à 3 mètres de distance. Le deuxième, un fusil oléopneumatique 110 qui tirera 2 flèches de 130. La première de 6 mm et demi. On voit ici comme elle a presque entièrement transpercé le bidon. La deuxième de 7 mm non seulement défonce la cible, mais elle arrive à la fin avec une telle énergie qu'elle rebondit violemment en arrière, comme on peut voir au ralenti. Parfois, les corbes peuvent sembler une proie facile, mais il ne faut pas les croire, car des autres fois, il devient impossible à prendre, presque un fantôme.
De toute façon, même quand ils nous laissent la chance d'un premier tir, rarement nous aurons la possibilité d'un deuxième. Regardez ce banc. Il y a plus de 20 exemplaires et ils sont en train de sortir d'une prairie de Posidoni. Mais à peine compris les dangers, ils s'y réfugient de nouveau. C'est presque impossible de les identifier dans cette jungle en miniature, surtout dans la période d'été, quand la Posidonie est complètement développée. Donc il vaut mieux être patient, rester immobile en surface et regarder le fond. Il est possible que tôt ou tard, un poisson sorte des prairies. En effet, après quelques minutes, voilà un poisson. Je crois l'avoir désormais dans les collimateurs, mais au contraire, il me salue avec deux petits frétillements et se planque définitivement. Encore des minutes qui passent, et voilà un autre, presque dans la même situation. J'essaie de la pousser loin de l'algue, vers une fente, dans les rochers. Et cette fois-ci, la manœuvre réussit. Une dizaine de mètres plus loin, là où l'algue rencontre les sables, voilà une autre corbe. Mais la Posidonie peut moins cacher là. Il y a juste de petits touffes où c'est plus difficile de se cacher. Tout en faisant les calculs, le résultat est 2 captures sur 20 poissons vus. Croyez-moi, c'est déjà bien comme ça. Au milieu de ces rochers, là-haut, au centre, on peut voir un corbe. Par contre, moi, je suis en train de viser des sards qui bougent à l'entrée du trou. Mais malheureusement, ils n'ont pas envie de m'attendre. Et donc, il vaut mieux se dédier aux corbes. La prochaine capture est plutôt particulière. Je suis en train de pêcher avec un 75. J'essaie un coulée vers un sard, qu'on peut apercevoir maintenant pendant la fuite en vitesse. Perdu donc le premier objectif, je vois devant un deuxième sard qui semble venir vers moi. Il change de direction et s'éloigne très vite. Je suis presque prêt à renoncer quand le voilà, il retourne de nouveau en arrière. J'ai comme l'impression qu'il hésite avant de passer sur les rochers qui remontent vers la surface. En effet, voilà un nouveau changement. Je continue à m'approcher et il me vise de nouveau. Encore une fois en arrière. Encore une fois en avant et encore une en arrière et encore en avant. On dirait un balai interminable, mais il est désormais à distance de tir. Et quand il essaye encore de s'échapper, c'est trop tard.
Satisfait pour cette dernière particulière capture et avec le dîner assuré, je vais faire un essai. Sans tirer, je vais vérifier jusqu'à quelle distance on peut se rapprocher au poisson. Je suis en train de descendre vers un groupe de sards. J'ai dans les cadres les plus gros qui me laissent approcher à moins de mètres. Ils s'enferment lentement, mais ne semblent pas épouvantés. En effet, les voilà de nouveau à l'entrée. Ils me regardent. Encore de la pêche à la coulée, mais cette fois-ci, je rencontre un denti. Une fois rechargé les fusils, je continue à contrôler la zone, en restant dans la zone de 10-12 mètres, et comme ça arrive des fois, je trouve quelque chose que je ne m'attendais pas. Un denti tout seul nage tranquille, et on dirait que même l'arrivée du pêcheur ne l'épouvante pas tellement. J'ai dans les mains le 75. Et sincèrement, à ce moment-là, j'ai préféré un fusil plus long et puissant. Mais en tout cas, je devrais m'adapter à utiliser celui-ci. Je suis assez près de la verticale du poisson qui maintenant semble presque revenir en arrière. Je décide d'essayer une coulée directement vers les poissons. Je suis en train de descendre le plus lentement possible. Voilà, je continue à me rapprocher. J'essaie d'arriver sur la verticale, et c'est là qu'il me surprend. En venant vers moi, il rend le tir problématique. Heureusement, dans ce cas-là, le fusil court m'a permis de quelque façon d'arriver à la cible. Quand le dentier n'est pas sur les fils, je préfère tout de suite les mettre en traction de façon que la pression de l'eau les garde écrasés contre l'ardillon. Une tension continue et sans coup sec, précisément comme on ferait avec un poisson accroché. Même si occasionnelle et avec beaucoup de chance, cette dernière capture est la démonstration qu'on peut encore s'amuser avec de belles satisfactions grâce à la vieille et oubliée pesca in caduta, la pêche à la coulée.